Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Face à un Dortmund qui a brillé, le Paris Saint-Germain a déçu, difficile de dire les choses plus simplement, mais si derrière ce constat, il y a effectivement un naufrage, si derrière ce naufrage, il y a de la crainte et de la lassitude, il y a aussi une vraie performance. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? D'abord, que verra-t-on demain? Ensuite. Alors c'est un parti pris et vous en aurez saisi l'esprit en introduction, je pense, mais ce matin j'ai envie de commencer par ce qu'on a vu de beau, j'ai envie de souligner ce qui a été réussi, et donc j'ai envie d'insister effectivement sur ce super match de Dortmund côté Paris Saint-Germain. On a eu un peu d'expérimentation tactique, on y reviendra bien sûr. En ce qui concerne Lucien Favre, en revanche, rien à signaler, sur les 12 dernières sorties de son équipe, 11 fois un 3-4-3, c'était le cas ici aussi. Comme à son habitude, Dortmund a défendu avec un bloc médian très compact sur la longueur, deux lignes rapprochées qui ont privé les Parisiens d'espace au cœur du jeu. Ça c'est la base, plus un peu de pressing, soit à la perte de balle, soit très haut sur certaines séquences. Mais voilà, animation défensive classique qui a demandé à Neymar de 1. Réaliser des exploits absolus. Alors ce contrôle orienté vers la 7e ou 8e minute qui lui permet de battre deux joueurs, de s'ouvrir un petit peu d'espace entre les lignes. Malheureusement il attaque pas assez bien le dernier tiers, la situation donne rien. Mais voilà, contraint à des exploits extraordinaires et on n'en a plus vu ensuite. Donc forcément ça joue, ça c'est la première chose. La deuxième alternative pour lui c'était donc de décrocher très bas et de logiquement perdre en capacité d'influence plus haut sur le terrain. Globalement, et on le voit ici sur les phases de construction parisienne, Dortmund a laissé très peu d'espace, ce qui est un premier déterminant de son succès. Mais si cette partie s'appelle pour l'amour du foot, c'est parce qu'on a vu surtout avec ballon plusieurs choses enthousiasmantes, des choses qu'on a l'habitude de voir, par exemple cette volonté de très vite chercher les côtés. Dortmund est l'équipe en Bundesliga sur les 18 qui joue la moins dans le couloir central. Si on devait diviser le terrain en 5 zones, c'est celle qui utilise le moins l'espace central, l'axe à proprement parler. Et on le voit à travers cette volonté de vite renverser le jeu, de vite aller solliciter les pistons. Hakimi par exemple a réalisé un très bon match dans ce registre, Sancho aussi dans le demi-espace. Donc voilà, cette omniprésence sur les côtés qui se traduit aussi par une très grande densité, une très forte densité côté ballon. Sur la feuille, Thorgan Hazard était l'ailier gauche et il l'était la plupart du temps, en tout cas en première. Mais combien de fois est-ce qu'on a vu Sancho venir se coller à lui, se coller à Witsel, se coller à Guerreiro pour densifier la zone côté ballon, pour être toujours en supériorité numérique, pour avoir toujours un partenaire à moins de 5 mètres. C'était impressionnant et c'est la même volonté, c'est la même chose qu'on a trouvé à la récupération du ballon. D'ailleurs pour moi, si on devait retenir qu'une seule chose de cette rencontre, un seul point clé, c'est effectivement l'attitude de Dortmund à la récup, et c'est l'image suivante, celle d'un point serré qui se déplie. Alors, je crois que c'est l'image qui avait été utilisée justement pour parler du Nigeria, la Coupe du Monde 94, pour parler d'une équipe qui part d'une forte densité défensive pour ensuite exploser en contre. Je pense que dans le cas de Dortmund et dans le cas de Dortmund hier, on peut encore prolonger la métaphore et parler d'une très forte densité à la récupération du ballon. Alors que le ballon vient d'être récupéré, on a 5-6 joueurs très proches les uns des autres, et sur une phase de peut-être 5 ou 6 secondes, on va avoir 7-8 touches de balle, peut-être 4 passes courtes dans le lot à une ou deux touches donc. Et l'objectif là, c'est de créer juste une petite poche d'espace, juste suffisante pour libérer le ballon. Ensuite, le point se déplie, tu clignes des yeux, tu le rates, tu te retrouves quelques secondes plus tard avec des joueurs qui sont en train d'attaquer un énorme espace à 100 à l'heure. C'est ce qui fait que tu peux te retrouver dans cette zone en supériorité numérique flagrante. Autre exemple ici. De manière générale, cette capacité à vite transformer les petits espaces en grands espaces, donc visuellement c'est très séduisant, et c'est quelque chose qui est permis par plusieurs choses. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça a bien fonctionné hier. La première, c'est qu'on a dit que tu as besoin d'avoir une forte densité de joueurs autour du ballon à la récupération. Ça, c'est quelque chose qui est justement permis par le fait d'avoir un bloc compact, deux lignes très proches l'une de l'autre. C'est quelque chose qui est cher à Favre en phase défensive, et on comprend pourquoi. Ça a de répercussions importantes sur la phase offensive. Donc première chose, tu as besoin d'avoir un très haut niveau de qualité technique chez tes milieux pour vite libérer la balle et ouvrir le jeu. Et dans ce registre, Witsel et Can ont été impressionnants, sans doute parmi les meilleurs joueurs sur le terrain hier. Et puis, troisième point, tu as besoin de joueurs capables d'attaquer les grands espaces. Des joueurs qui vont vite, mais qui vont vite avec ballon surtout. Et c'est là qu'entre en scène un détonateur comme Sancho qui a été phénoménal hier. Il est un peu croqué notamment sur cette situation en début de rencontre, mais quelle aisance et quelle qualité de déplacement, c'est fort.
Donc voilà, on a beaucoup parlé de Dortmund et on y reviendra tout à l'heure pour dire aussi qu'ils n'ont pas tout bien fait, mais sur certaines phases, je les ai trouvés vraiment particulièrement dignes d'intérêt et ça me semblait important de commencer par le positif. Maintenant, on en vient au Paris Saint-Germain qui a manqué de beaucoup de choses à l'évidence et l'élément qui ressort le plus à première vue, c'est forcément le choix du système. Alors, je vais pas en faire des caisses là-dessus parce que ça a déjà été énormément débattu, mais disons en quelques mots que l'idée même du 3-4-3 me paraît pas nécessairement mauvaise. Alors, on en avait parlé lundi dans mes pronos, mais je disais que Tuchel, comme à Old Trafford l'année dernière, voudrait sûrement attaquer cette rencontre en mettant du contrôle, en mettant de la maîtrise, en cherchant finalement à limiter les espaces que Dortmund désire tant, en cherchant à éviter le match de ping-pong basé sur des transitions permanentes. Et en ce sens, je trouve que l'idée du 4-3-3 peut être intéressante. Alors déjà simplement sur l'animation défensive, le fait de se calquer sur le système adverse, c'est pas mal. Par exemple, 3 attaquants pour gêner la relance des 3 défenseurs, c'est pertinent. On a vu que ça a forcé Burki à allonger sur 6 mètres, ce que Dortmund essaye d'éviter en règle générale. Après, tu prends forcément un risque quand tu choisis une compo que tes joueurs connaissent moins bien. Quand on regarde les données Wisecout, le 3-4-3 cette saison, c'est précisément le système le moins utilisé par le PSG. 1% du temps de jeu en 2019-2020 avec 46 minutes contre Dijon en Coupe de France et 13 contre Amiens. On a souvent évoqué au sujet de Guardiola par exemple sa tendance à surcoacher les grands matchs, à rentrer parfois dans des tunnels de réflexion incroyables, de vraiment réfléchir énormément à ce que propose l'adversaire pour s'adapter en conséquence, et finalement ça donnait parfois des solutions un peu inadaptées. Hier, en conférence de presse, Tuchel a balayé d'un revers de main la question en disant que ce serait trop long à expliquer. D'ailleurs, il avait l'air assez fébrile, pas très bien. Donc, bien sûr, on ne sait pas ce qu'aurait donné cette rencontre dans un 4-3-3 comme face au Real Madrid. On ne sait pas ce qu'aurait donné cette rencontre dans un 4-4-2 à la sauce 4 fantastique. Peut-être que c'était encore moins viable. Mais mon intuition, et celle que j'ai partagée sur Twitter, c'est qu'en voulant tellement avoir le contrôle et en voulant tellement maîtriser, Paris a cédé les seuls moments de folie à Dortmund. Et finalement, le match de ping-pong tant redouté aurait peut-être été plus souhaitable, surtout quand tu vois que tu concèdes quand même ce genre de transition en extrême infériorité numérique, et que sans quelques retours salvateurs de Verratti, sans quelques interventions décisives de Navas, Paris aurait pu plonger encore plus tôt. Donc le système pas fautif nécessairement dans l'absolu, mais je dirais quand même fautif au regard du contexte tactique du PSG. La preuve, une animation catastrophique à la relance, soulignée par mon ami Elias sur Twitter, pas de fixation des défenseurs, 5 joueurs sur ou derrière la ligne de ballon, Idrissa Gueye totalement perdu. On peut aussi parler, c'est vrai, d'individualité défaillante. Neymar, pas inintéressant pour commencer, plutôt un bon premier quart d'heure, j'ai trouvé, mais très vite, il a décliné. Et ses déclarations en fin de match sur la gestion de son temps de jeu par rapport à sa blessure vont faire parler. Et puis Di Maria, Mbappé en pointe, Thiago Silva, Kimpembe, les déceptions sont nombreuses. Maintenant que Paris ait raté son rendez-vous, c'est une chose et c'est incontestable, mais est-ce qu'il n'y a pas là justement un vrai motif d'espoir, être aussi décevant, passer autant à côté de son sujet, frustré à ce point, et pourtant repartir d'Allemagne avec un score de 2-1, c'est peut-être encore mieux qu'un moindre mal. Dans la foulée de la rencontre et à chaud, je me disais qu'en ayant vécu seulement un micro-temps fort entre la 64e et la 66e, à peu près 3 tirs dans cet intervalle, il me semble, dont le premier tir cadré, et bah Paris, alors pas sur ce temps fort, mais en ayant vécu seulement ce moment intéressant, Paris a quand même marqué. Et puis on a vu sur le tacle raté de Zagadou et sur quelques autres séquences aussi, notamment celle qui amène le tir sur le poteau de Neymar, on a vu donc là que quand Dortmund se déchire derrière, c'est pas à moitié, il y a de vrais moments d'errement, et donc la conclusion c'est que si Paris ne peut pas faire pire qu'hier, je les vois faire bien mieux au Parc des Princes dans 3 semaines. En début de saison, je pensais, et je disais dans une vidéo spécifique à ce sujet, que le PSG franchirait effectivement un cap en 2019-2020, irait au moins en demi-finale de Ligue des Champions, et notamment en franchissant un tour à très forte adversité dans des circonstances particulièrement exigeantes. Bon, la vérité c'est que j'en sais rien du tout, j'ai pas de boule de cristal et on verra bien, mais je me dis que c'est peut-être justement le scénario qu'il leur faut, on le saura très vite. On passe au top, et en premier lieu je vais mettre Jadon Sancho car son début de match extraordinaire met Dortmund sur les bons rails. Ultra vif et précis, vital dans l'animation point déplié qu'on a décrite, mais aussi très bon dans son demi-espace sur jeu de position pour aller renverser vers Hakimi par exemple sur l'ouverture du score. C'est vraiment celui qui m'a fait la plus forte impression, même si évidemment on ne peut rien retirer à Erling Haaland, pas en réussite au départ et pas toujours bien servi notamment par Sancho, du déchet technique aussi. Mais que dire de la suite? Son premier but est moins télégénique que le second, mais presque aussi impressionnant. Un sens de l'anticipation sur ce ballon contré qui prouve qu'il n'est pas qu'un joueur d'espace, mais aussi un vrai renard.
Et puis évidemment, le second est sublime, bien permis par un contrôle orienté, parfait. J'avais consacré une vidéo spécifique en début de saison, on en a reparlé il y a quelques semaines à l'occasion des meilleurs coups du mercato d'hiver, mais nul doute qu'il va continuer à trouver sa place sur la chaîne. Enfin, on aurait pu citer Hakimi, infatigable et si intelligent, un centreur qui lève la tête, mais pas son ballon, c'est ce qu'on préfère voir. On aurait pu citer Guerreiro de l'autre côté aussi, et à peu près pour les mêmes raisons, on aurait même pu parler de Keylor Navas, décisif en première période, mais je vais distinguer le superbe duo de l'entrejeu, Witsel, Can, volume et qualité technique. Il joue un rôle fondamental dans le déploiement rapide des transitions allemandes, mention peut-être toute particulière pour Can qui, comme Haaland, est arrivé cet été et est un vrai beaucoup. Au niveau flop en revanche, d'abord difficile de ne pas incriminer Thomas Tuchel quand la prestation d'un collectif est aussi pauvre, on regarde les chefs, et hier la recette n'était pas à la hauteur, très peu d'ajustements en cours de rencontre aussi. Ils ne sont pas les seuls ensuite, mais je suis particulièrement déçu du non-match d'Angel Di Maria, peut-être car il est d'ordinaire si constant, déçu aussi de la ligne défensive parisienne dans son ensemble, autant pour ses hésitations sans ballon que sa neutralité accablante avec. Pour finir enfin, un bref mot sur l'autre rencontre de la soirée qui se jouait à Madrid entre l'Atlético et Liverpool, et comme l'expriment ses stats récupérées via l'application mobile OneFootball, les hommes de Simeone ont livré une masterclass de Cholismo, 27,5% de possession, mais le seul but de la rencontre marqué au bout de 4 minutes de jeu, 72,5% en face pour un grand total de 0 tir cadré. C'est extraordinaire de contenir à ce point-là Liverpool, et le match retour à Anfield vaudra le coup d'œil. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette très courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit like, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater les prochaines, et il va y en avoir beaucoup, alors demain normalement, et puis les semaines suivantes, grosse période de Ligue des Champions, les épisodes de retour ce week-end. Si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez donc bien sûr vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément et ça me fera très plaisir. Donc de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez bien sûr une super journée et prenez soin de vous surtout. Bisous.